C'est donc la famille du comte de Crillon, qui est ensuite devenu le duc, et donc cette famille, qui d'ailleurs, on a encore une suite qui s'appelle la suite duc de Crillon, qui étaient les propriétaires, et donc au fur et à mesure de différentes générations, c'est devenu un hôtel particulier, un lieu d'accueil, et au fur et à mesure, qui est devenu ensuite en 1909 l'hôtel de Crillon. Ça fait partie du dossier quand on a repostulé pour la distinction, donc pour le renouvellement de notre distinction Palace, il y a toute une dimension sur l'histoire, l'héritage, le lieu, mais le design aussi. On met en avant comment cet hôtel a été redessiné pendant la période de fermeture de 4 ans, avec des artisans, des architectes français, locaux, pour représenter pour nous le sense of place, donc l'esprit du lieu. Et après, on parlait des chefs. On a un chef, Boris Campanella, qui est un chef très très renommé, qui avait travaillé dans des 2-3 étoiles Michelin. On a aujourd'hui Paul Perret, qui est un chef mondialement connu aussi, grâce à Ultraviolet et grâce à Top Chef ici en France, qui signe une de nos cartes de Nonos et Comestibles. Donc voilà. Et finalement, j'ai eu le job, et c'était il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et c'était quoi la mission? L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Loudana et bienvenue dans le podcast du luxe. Je suis docteur et cofondatrice de la FinTech Grace, qui permet aux marques de luxe de protéger leurs biens exceptionnels afin que leurs clients les portent en toute sérénité partout dans le monde. Ces dernières années, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer certains des plus importants dirigeants et grands noms du luxe qui, à travers leur histoire, ont créé celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. L'hôtel avait 2 ans, donc il avait besoin de continuer dans son expansion. Le directeur général précédent l'avait très bien positionné, l'avait ouvert. C'est très dur d'ouvrir un hôtel. Il y a besoin peut-être d'un deuxième souffle ou de continuer ce qui avait été fait, de continuer d'attirer les Parisiens et que l'hôtel vive, et de continuer de le positionner parmi les plus beaux palaces et les palaces les plus performants de la place parisienne. Donc c'est ce que je me suis attaché à faire et à continuer à le faire grandir, sachant qu'un hôtel a une progression la 3e, 4e, 5e année qui est en pleine expansion. Ces leaders exceptionnels ont accepté de se livrer dans le podcast afin de vous raconter ce qu'il se cache derrière des pièces iconiques comme un sac Hermès ou encore une montre Bulgari. Comment ces groupes comme LVMH, Richemont ont bâti de tels empires. C'est toutes les questions de toutes les marques de luxe aujourd'hui. Des parcours impressionnants qui vous marqueront à jamais. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi afin de vous partager en exclusivité des conversations inédites et sans filtre avec les leaders de cette industrie. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Billard, General Manager de l'Hôtel de Crillon, emblématique palace parisien. Dans cette conversation, on revient sur tout le parcours de Vincent qui, du Ritz-Carlton à l'Hôtel de Crillon, a voyagé dans le monde entier. Il nous parle notamment de pourquoi l'expérience client est aussi particulière dans ces hôtels très haut de gamme, comment toutes les marques de luxe peuvent s'en inspirer, pourquoi l'authenticité et le détail, la personnalisation sont clés aujourd'hui dans l'expérience client. On revient également sur tout le business model de l'hôtellerie de luxe, comment elle a évolué et comment aujourd'hui l'hôtel de Crillon le fait rayonner à Paris mais également dans le monde entier. Bref, un épisode mémorable qui, j'espère, vous aura plu autant qu'à moi et je vous souhaite une très belle écoute sur le podcast du luxe. Bonjour Vincent. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à l'hôtel de Crillon. Merci. Est-ce que, pour commencer Vincent, tu pourrais nous dire un peu ce que ça représente cet hôtel et d'être aujourd'hui dans cette belle chambre avec toi? Déjà, bienvenue. On est très très heureux d'être là et très heureux de vous accueillir et toutes les équipes. Moi, ça me fait toujours très plaisir d'accueillir des personnes dans mon hôtel, dans l'hôtel dans lequel je travaille, qui est devenu ma maison maintenant depuis presque 5 ans, un peu plus de 5 ans même maintenant. Et je suis toujours très fier de pouvoir en parler, de le montrer, d'accueillir et surtout de pouvoir montrer ces belles suites qui sont dans cet hôtel. C'est l'hôtel de mes rêves, moi. C'est l'hôtel où j'ai toujours rêvé de travailler, on en parlera. Mais ouais. Donc je suis toujours très fier d'accueillir et de parler, de montrer cet hôtel et de pouvoir montrer aussi tout ce que les équipes de l'hôtel font pour l'hôtellerie parisienne et pour tout ce que je fais moi tous les jours. En plus, quand vous êtes arrivé, c'était après la rénovation? Oui. Moi, je suis arrivé un peu plus de 2 ans après la réouverture de l'hôtel. Donc, l'hôtel a fermé de 2013 à 2017. Moi, je suis arrivé fin 2019, donc un tout petit peu plus de 2 ans après. Je suis arrivé juste avant la pandémie, en revanche. Donc, ça a été une période, on pourra en reparler, mais qui a été quand même assez tourmentée et compliquée, pendant laquelle aussi j'ai vécu une expérience incroyable et beaucoup appris. Donc, je suis arrivé juste fin 2019 et j'ai pris vraiment les fonctions tout début 2020. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans. Ok.
Est-ce que Vincent, tu pourrais s'il te plaît te présenter? Avec plaisir. Donc, je suis Vincent Billiard, je suis français, j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris. Et aussi, ça a du sens avec ce qu'on fait chez Rosewood. Alors, on parle de sense of place, donc vraiment, je suis le régional de l'étape, comme on dit. Donc, j'ai grandi à Paris, j'ai 44 ans, je viens d'avoir 44 ans. J'ai fait toutes mes études jusqu'au bac à Paris, j'ai grandi dans le 15e arrondissement. Donc, pas très loin d'ici, de l'autre côté de la Seine. Donc, voilà, cet hôtel a toujours fait partie de ma vie un petit peu. Et une famille dans l'hôtellerie, dans la restauration, pas du tout? Alors, pas dans l'hôtellerie. Mon père était dans le tourisme. Et c'est aussi une des choses qui m'a amené à faire un petit peu ce que je fais aujourd'hui, qui m'a donné ces codes un petit peu et cette envie de faire ce que je fais, mais pas vraiment dans l'hôtellerie à proprement parler. En tout cas, plus tard, mon père a fait l'hôtellerie, mais ça s'est fait dans un second temps. Et j'ai fait mes études jusqu'au bac. J'ai fait un bac économique assez classique, général. Et je suis parti juste le jour de mes 18 ans, d'ailleurs, je suis parti en Suisse faire mes études à l'école hôtelière de Lausanne. Et pourquoi ce choix-là? Parce que je pensais que c'était la seule chose que je savais faire, franchement. C'est vrai? Un peu bêtement, d'ailleurs, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 10, 11, 12 ans, on partait en voyage avec mes parents. Donc mon père, ma mère et mon frère. J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi. Donc on est très très proches et on partait en vacances tout le temps ensemble. Et je me souviens très bien, vers 11-12 ans, être dans un hôtel en Suisse avec mon frère. On était aux vacances de ski. Et je me souviens très très clairement m'être dit à un moment, et lui avoir dit d'ailleurs, moi un jour je veux diriger un des plus beaux hôtels du monde. C'est ce que je veux faire. Et j'avais peut-être 12 ans, donc c'était assez jeune. Et donc au fur et à mesure de cette idée qui a grandi quand on a 13, 14, 15 ans et on commence vraiment à se dire bah tiens, qu'est-ce que je vais vraiment faire, et que c'est le moment des choix. Quand on arrive en troisième, en seconde, j'ai fait un premier stage, le petit stage qu'on fait en troisième, seconde. Je l'ai fait dans un hôtel à Biarritz. Mon père travaillait là-bas à l'époque. Mon père était dans le domaine du golf, donc il m'a aidé à trouver un petit stage. Ça marche comme ça, à cet âge-là. Et donc j'ai fait une première expérience dans un hôtel qui était très dur. J'ai appris vraiment, j'ai fait tous les métiers de l'hôtel en 2 semaines. Le room service, les chambres et tout ça. Donc c'était dur et en même temps ça m'a confirmé dans l'idée que c'est ça que je voulais faire. Et après, on rentre en première, en terminale, là, il faut faire les choix. Et en fait, moi, le seul choix que je voulais, c'était faire l'école hôtelière de Lausanne. Les choses ont un petit peu changé aujourd'hui. Ça reste une école incroyable, mais il y a de plus en plus d'écoles qui sont montées en gamme. À l'époque, et encore aujourd'hui, c'était la référence. Et c'était la seule école que je voulais faire. Mais pourquoi? C'était quoi la raison? D'abord, l'émotion? Quand j'étais plus jeune, j'allais en Suisse en vacances avec mes parents. Donc, on avait la chance d'aller dans des jolis endroits avec mes parents en Suisse. Donc, déjà, je connaissais la ville de Lausanne et la réputation de cette école. Et en creusant un petit peu ce métier, en fait, c'est devenu la référence. Enfin, je me suis rendu compte que cette école-là était la référence en école hôtelière, la plus connue, la plus ancienne, plus de 100 ans d'existence à ce moment-là. Et en fait, j'ai dit à mon père, parce que cette école coûte cher, elle coûte toujours cher, mais elle coûtait un petit peu moins cher à l'époque, mais c'était quand même un gros budget. Et j'ai dit à mon père, quand j'avais 15-16 ans, il faut qu'on commence à économiser, parce que je veux aller absolument dans cette école. Je viens d'une bonne famille, mais je ne viens pas non plus d'une famille ultra riche, donc on a dû faire un petit peu attention. Et j'ai dit, c'est le seul truc que je veux faire. Et donc en premier, au moment des choix, quand tous mes amis ici à l'école choisissaient des écoles de commerce pour devenir avocat ou faire plein de trucs, médecine, en fait, la seule école à laquelle j'ai postulé, c'était l'EHL, donc l'école hôtelière de Lausanne. J'ai postulé et si je n'avais pas été pris, en fait, j'avais rien d'autre. Donc c'était un petit peu idiot même, presque. Mais je suis allé faire l'entretien là-bas, donc il y avait tout un tas de tests pour rentrer, qui à l'époque étaient difficiles, mais pas hyper difficiles. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile de rentrer dans cette école. C'est quoi comme type de test? À l'époque, c'était un test de français, un test d'anglais, un test de maths, un test de logique. Et surtout, le plus important, un entretien avec 3 personnes. Donc, il fallait aller là-bas. Tout était là-bas, en fait. Donc, j'étais avec ma mère. J'avais 17 ans. J'étais quand même assez jeune. Et j'ai fait un entretien. Et je pense que j'ai dû parler avec mon cœur. Et je pense qu'ils ont dû se rendre compte que c'est vraiment le seul truc que je voulais faire. Il est passionné. Si on lui dit pas oui, il va se suicider. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Donc, j'ai été pris. Voilà, et j'ai commencé le jour de mes 18 ans, l'EHL. Donc, voilà, j'ai fait 4 ans d'études à l'école hôtelière de Lausanne, de 18 ans à 22 ans. Et j'ai fait, donc durant cette école, on fait des stages en fait, un petit peu comme toutes les écoles de commerce ou écoles hôtelières, dont un des stages que j'ai fait aux États-Unis dans le groupe Ritz-Carlton. Ça fait partie du groupe Marriott, donc un grand groupe, mais c'était une des chaînes de ce groupe. Et je suis tombé amoureux de cette chaîne en fait à l'époque, c'était en 2001, donc c'était mon deuxième stage de l'école hôtelière. Et j'ai adoré ce que j'ai fait et ça m'a confirmé sur le fait que le seul truc que je voulais faire, c'était de diriger un hôtel en fait. Ouais, vraiment la direction d'un hôtel. D'un des plus beaux hôtels du monde.
La restauration, je l'ai faite, on pourra parler un petit peu du parcours, mais en fait, j'en ai fait, c'était un des moyens pour arriver au poste de directeur général. C'est obligatoire. En fait, il y a différentes voies pour arriver au poste que j'ai aujourd'hui, mais la plus commune, c'est en général par les opérations, donc soit l'hébergement, soit la restauration. Et plus communément, en tout cas, il y a une vingtaine d'années, c'était la restauration qui primait. Donc je me dis, pour arriver directeur général, en fait, j'ai fait le truc dans le désordre. Je suis directeur général, donc quelles sont toutes les étapes pour y arriver? Et j'ai dit, je vais les monter une par une, en fait, et je vais être le plus flexible possible. Je vais bouger le plus possible, je vais dire oui à tout. Je vais apprendre plein de trucs et pour arriver le plus vite là-haut, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé, en fait. Donc voilà. Et justement, à New York, qu'est-ce que tu as aimé en particulier? Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ce stage? Tu étais avec la conciergerie, un majordome, tu étais le bras droit du directeur de l'hôtel, tu étais à la réception, comment ça se passe? Alors d'abord, c'était pas New York, en fait c'était dans le Michigan, donc encore pire. Je me suis retrouvé à Dearborn, Michigan. Dearborn, c'est à 15 minutes de Détroit. Donc c'est un petit peu perdu dans le Midwest américain. Et en fait, j'ai eu ce stage parce que mon père connaissait quelqu'un qui bossait là-bas. Encore une fois, ça marche beaucoup comme ça. Et j'ai fait 6 mois. Il n'y avait pas LinkedIn. Il n'y avait pas LinkedIn, il n'y avait pas plein de trucs à l'époque. Il n'y avait pas vraiment Internet, même d'ailleurs, où ça commençait tout juste. Et donc tout s'est fait par... Il y avait déjà les emails quand même. C'est bien. Attention quand même. Fax. Ouais, il y avait pas mal de fax. Et non, j'étais en restauration. Et ils m'ont mis dans le restaurant. Et ils m'ont dit, voilà, tu es au restaurant et tu te débrouilles un petit peu. Et en fait, moi, je me suis dit, je vais pas juste me débrouiller, je vais faire plein d'autres trucs. Donc, dès qu'il y a des gens qui vont pas vouloir faire quelque chose, moi, je vais le faire. Je suis plutôt débrouillard. Je vais apprendre, je vais me débrouiller et je vais faire au moins mieux que les autres. Et les trucs que les autres veulent pas faire, moi, je vais les faire. Donc, dès qu'il y aura un shift à prendre un soir ou quelqu'un qui est pas là, moi, je viendrai. Quand il faudra faire une étude de marché sur n'importe quel truc ou des Excel, je vais les faire. J'ai appris à faire tout ça et je sais le faire. Et donc, en fait, au fur et à mesure, quand ils se sont rendus compte que j'aidais et que j'étais assez disponible, ils me donnaient plus de trucs à faire, en fait. Et j'ai beaucoup appris, si bien qu'en fait, quand j'ai fini ce stage, ils ont voulu me reprendre après, derrière, dans le même groupe. Donc, je suis retourné à l'école hôtelière de Lausanne pendant 1 an et demi pour avoir le diplôme. Et ensuite, le seul truc dont je rêvais pendant ces 1 an et demi, moi, c'était de retourner chez Ritz-Carlton. Entre-temps, le directeur de l'hôtel où j'étais en stage est parti dans une autre ville, à Washington. Et donc, en fait, je lui ai passé un coup de fil en disant coucou, j'ai fini le HL, je suis dispo. Et ils m'ont repris, en fait. Ils m'ont donné le job. Pour Washington? Ouais, donc je suis parti à Washington pendant 2 ans et demi. C'était quoi comme job exactement? Mon premier job, j'étais responsable d'un lieu qui s'appelle le Lobby Lounge. C'est en fait le lieu un peu central d'un hôtel, des palaces en général. Ici, ça s'appelle le Jardin d'hiver, mais c'est un peu le même genre de lieu. C'est en général des plus petits espaces où on sert un petit peu le petit déjeuner et un menu toute la journée et le thé, le afternoon tea en général. Et le soir des cocktails. Donc c'est un lieu qui n'est pas facile parce qu'en fait il s'étale sur toute la journée. Donc quand on est responsable d'un point de vente comme celui-là, en fait il faut gérer des équipes 7 jours sur 7 et toute la journée. Alors que nous on ne peut pas être là tous les jours, tout le temps. Donc ça permet d'apprendre à déléguer aussi et à mettre les choses en place correctement. Et c'était mon premier job, donc j'ai fait ça. J'avais une dizaine d'employés, tous plus vieux que moi parce que j'avais 21, 22 ans aux États-Unis, donc quand même un marché assez actif. Et là, c'était à Washington, c'est juste dans la banlieue de Washington, D.C. Et j'ai passé 2 ans et demi dans cet hôtel. Et c'était vraiment mon premier job. D'ailleurs, j'y retourne dans 1 mois parce que j'ai un business trip à Washington et à New York. Et donc, je vais passer voir mon premier hôtel où j'ai bossé. Et justement, dans ce genre de moment, est-ce que le fait d'être français a aidé ou donné une touche particulière dans un environnement américain ? Par rapport un peu justement parce que c'était de l'hôtellerie de luxe. Hein. Ouais, c'était au Ritz-Carlton, c'est au niveau palace. Oui. Parce qu'il y a le Ritz, il y a le Carlton. Moi, j'ai grandi à Cannes, donc je connais le Carlton. Le Ritz à Paris, il ne s'appelle pas le Ritz-Carlton là-bas. Non, c'est la chaîne Ritz-Carlton qui a les origines de César Ritz, donc, qui est la même origine que le Ritz, la marque Ritz. Et il y a eu un moment dans l'histoire, un lien avec le Carlton aussi. Mais ça, depuis, aujourd'hui, c'est 2 choses différentes. Le French Touch, ça marche toujours pas mal. On est quand même apprécié partout dans le monde. La culture française, la tradition française, le luxe, le savoir-faire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 ans et demi? Alors, après ces 2 ans et demi, il y a une histoire un peu sympa. Je suis parti, au bout de 2 ans, j'ai postulé pour un job aux îles Caïmans. C'est une petite île à côté de la Jamaïque et un peu au sud de Cuba, à 1 heure au sud de Miami. Et j'ai envoyé tous mes paquets. Je suis parti en vacances en France. J'ai envoyé le peu de choses que j'avais. Je n'avais pas grand-chose à l'époque. Et j'étais en vacances en France et il y a eu un énorme ouragan aux îles Caïmans. Pendant que j'étais ici à Paris, c'était en septembre 2004. Et l'île a été ravagée en fait, y compris l'hôtel qui était sur le point d'ouvrir.
Donc l'ouverture a été repoussée d'1 an. Donc j'ai dû rappeler à Washington en disant, bon en fait je devais partir, mais finalement je reviens. Et j'ai repassé 1 an de plus à Washington. 1 an s'est passé et je me suis retrouvé aux îles Caïmans. Donc j'ai bossé 2 ans aux îles Caïmans, au Ritz-Carlton aussi, donc la même chaîne. C'est une toute petite île qui fait 7 km sur 10, donc c'est vraiment tout petit. On a ouvert le Ritz-Carlton là-bas, c'était un énorme hôtel de 360 chambres. Vous êtes arrivé pour l'ouverture en plus? Je suis arrivé juste avant l'ouverture, ouais, 3 mois avant l'ouverture. Donc super expérience, énorme hôtel. Et j'étais aussi en charge du lobby lounge, mais un lieu un peu plus grand. Et après ils m'ont mis en charge du restaurant. Donc j'avais le gros restaurant du resort. Donc c'était chouette, là c'était en 2005-2006, donc j'avais 24-25 ans, donc j'avais un tout petit peu plus d'expérience. Et ils m'ont mis en charge de ce grand restaurant qui était sur la plage. C'était exceptionnel de vivre là-bas. Il faut imaginer une petite île entourée d'une énorme piscine en fait. L'eau est incroyable, c'est de l'eau turquoise, un des paradis de plongée. Et j'ai eu une expérience géniale. J'ai fait 2 ans sur cette petite île, ça suffit 2 ans, parce que c'est quand même petit. Et j'ai eu une très belle opportunité de partir ensuite donc, à New York. Enfin, donc, je suis effectivement allé à New York et j'ai passé 2 ans à New York, au Ritz-Carlton aussi. Et là, j'avais un poste. Et là, j'étais directeur adjoint de la restauration, donc je m'occupais de tous les points de vente. C'était un petit hôtel, c'est un business hotel à New York, c'est dans le sud de Manhattan. Et là, je m'occupais du restaurant, du bar, du room service et des banquets. Donc j'avais une équipe en dessous de moi de managers, j'avais acquis un tout petit peu d'expérience au fur et à mesure. Et donc je me suis occupé de toute la restauration du Ritz-Carlton pendant 2 ans. Il y a eu un élément un petit peu déterminant dans ces 2 ans, c'est qu'il y a eu la grande crise de 2008 financière, donc qui a touché de toute façon de manière globale toute la Terre. Mais on était dans le sud de Manhattan, donc juste à côté de Wall Street. Donc à ce moment-là, on a été très impacté par l'activité. Et donc à un moment, on s'est dit, en fait, il faut faire autre chose. Moi, j'ai été voir mes boss à l'époque et je leur ai dit, moi, je suis assistant directeur F&B, donc numéro 2 de la restauration. Moi, je veux être numéro 1. Je veux grandir, je veux me développer, c'est dans ma carrière, c'est mon plan. Et là, ils m'ont dit, ouais, mais là, tu vois, Vincent, c'est pas top, c'est pas le moment. Tu vois, là, il y a plein de gens qui perdent leur job, donc reste là où t'es. Et moi, je dis, non, mais moi, je suis prêt, je veux grandir. Et ils m'ont dit, le seul moyen de grandir, il faut que tu partes en Asie. Là, en Asie, ça se passe bien. Là-bas, il y a une expansion incroyable. Donc, j'ai fait, ok, pas de problème. Je vais où? Et là, ils m'ont dit, tu vas en Indonésie, tu vas à Jakarta. Et j'ai dit, ok. Je pense qu'ils voulaient pas. Je pense qu'ils pensaient pas que je dirais oui. Et par contre, le job, c'était celui que je voulais. Donc, je me suis retrouvé à Jakarta, en Indonésie. J'avais jamais été en Asie de ma vie. Donc, j'ai pris un avion et je suis parti à Jakarta. Et j'ai vécu 2 ans en Indonésie, à Jakarta. J'ai adoré. Là, c'était un gros hôtel, j'avais un très gros poste, j'étais numéro 2 de l'hôtel, donc j'avais bien grandi. À quel âge? 30 C'était ans? en 2008-2009, donc j'avais, non, même pas 27-28 ans. Donc c'était assez... voilà, on peut tout faire quand on veut et quand on est motivé. Et en fait, là, c'était génial. L'Indonésie, c'est un pays exceptionnel, les gens sont adorables, hyper accueillants. Et quand on fait de l'hôtellerie de luxe, c'est un des éléments principaux, on en parlera peut-être, mais c'est à l'accueil, le service et le cœur. C'est ça qui fait la différence. C'est pas la grisaille parisienne née. Non. Là, c'est les gens dans leur essence sont rayonnants. Un petit peu moins expérimentés, peut-être un petit peu moins systématiques, mais avec un grand cœur. Et dans ces moments-là, donc là, c'était vraiment une clientèle internationale. L'hôtel en question, quel était son business model? Comme ceux peut-être du Ritz-Carlton à l'époque, c'est des restaurants, des bars, donc de l'hôtellerie pure. C'est un hôtel là-bas de 300 chambres, donc avec essentiellement de business. 4-5 étoiles? 5. Le groupe Ritz-Carlton, c'est toujours du 5 luxe. C'est parmi les plus beaux hôtels de la ville, en général, dans chacun des marchés où c'est. C'était donc essentiellement du business. Les week-ends, plus du leisure. Donc des gens qui venaient passer le week-end, des petits staycations. Un très grand spa, donc ça marchait bien, et beaucoup de restaurants. Et on faisait plus de 200 mariages par an. C'était une grosse... Et des mariages en Indonésie, c'est des mariages de 2000 personnes. Donc c'était un gros business. Une boîte de nuit dans l'hôtel. Donc ça, c'était chouette à gérer. C'est la première et la seule fois que j'ai géré une boîte de nuit aussi. C'était sous ma responsabilité. Donc très sympa avec un groupe de musique qui jouait tous les soirs. Un karaoké aussi, ça se fait beaucoup en Asie. Donc gérer des trucs que je connaissais pas trop, qui m'ont appris pas mal de trucs finalement. Qu'est-ce que ça veut dire gérer? Il y avait le côté opérationnel, financier, faire en sorte que toutes les unités soient rentables. Il y a toute la partie donc opérationnelle, donc s'assurer que les clients sont contents, qu'il y ait assez de collaborateurs pour s'occuper des clients, qu'on fasse rentrer du chiffre d'affaires. Ça reste un business quand même, il faut qu'on gagne de l'argent. Donc rentrer le chiffre d'affaires, la gestion des coûts,
la partie marketing, s'assurer l'image des points de vente, donc des restaurants, des lieux, de la boîte de nuit, selon les points de vente dont on est en charge, comment est-ce qu'on les promeut, comment est-ce qu'on les met en avant, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait des clients qui viennent, quand ils viennent, ils soient contents et qu'on fasse de l'argent en fait. Ça reste un business, sachant que dans l'ultra-luxe, l'argent se gagne et on peut pérenniser l'argent et les bénéfices parfois sur le long terme en faisant du bon boulot. C'est pas juste du court terme, c'est aussi parfois du moyen ou du long terme, c'est d'investir dans la formation, dans les équipes, pour que les clients passent une bonne expérience, pour qu'ils reviennent et pour gagner plus de chiffre d'affaires. C'est un petit peu, parfois c'est pas du court terme, c'est un peu plus du long terme. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait après Donc j'étais en Indonésie, ça se passait bien, finalement j'adorais. Au bout de 2 ans, et mon boss m'a dit à l'époque, bon bah il faut que tu partes, ça fait 2 ans, j'ai des grands plans pour toi, il faut que tu partes, tu pars habiter au Japon. On a besoin de toi à Osaka. Et moi j'étais très content en Indonésie, je lui ai dit non mais moi ça va, je veux bien rester un peu plus en Indonésie. Il m'a dit non mais en fait c'était pas une question, tu vas à Osaka et donc j'ai été voir et en fait je me suis rendu compte que c'était une expérience exceptionnelle. Surtout que les Japonais sont extrêmement différents, je pense, des Indonésiens, des Français, des Américains. Bah, c'était le jour et la nuit, vraiment complètement différent. Parce qu'à chaque fois, dans chaque établissement, il y avait vraiment cette part de les locaux et les touristes, les étrangers. Pour les clients, non, enfin on ne fait pas trop la différence. En fait, pour les employés, en revanche, c'est quasiment que des locaux. Donc en gestion des équipes, 99%. Quand je dis locaux, c'est plutôt au Japon d'avoir des Japonais VS des étrangers dans l'hôtel. Qui travaillent en non, employés, qui viennent en clients. en client. Alors ça dépend vraiment. En Indonésie, c'était vraiment du moitié-moitié à Jakarta. Au Japon, c'était plus de Japonais. Plus de Japonais qui venaient, soit qui venaient d'autres villes, soit pour le business. Et un petit peu d'étrangers qui venaient. C'était un hôtel plus de ville. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose de commun quand on est français. Non, il y a souvent un peu cette barrière à l'entrée d'aller dans un hôtel. Ouais, ça se fait moins. On en parlait avant. Et c'est vrai que moi, personnellement, d'aller dans un hôtel de luxe, je me dis, mais si je n'y dors pas, je ne sais pas pourquoi y aller. Et en fait, moi, j'ai des amis, mais moi, je fais au café, il y a le bar. Et en fait, on n'y pense pas quand on est français ou peut-être même européen. Alors que c'est vrai que si un japonais y va tous les jours, mais il y a vraiment une barrière qui est forte à l'entrée. Mais ça se fait de plus en plus, les clients locaux, donc ici français, par exemple, à l'hôtel de Crillon, viennent au bar. Par exemple, le bar Les Ambassadeurs, c'est un lieu qui travaille avec 90% des locaux, des Parisiens qui viennent prendre un verre. Nonos, qu'on a ouvert, le restaurant avec Paul Perret, c'est essentiellement des Parisiens, des gens qui viennent déjeuner, dîner. C'est pas du tout, on accueille tout le monde évidemment, mais c'est très targeté aussi pour les clients locaux et parisiens. Et ouvrir cette porte d'avoir une vie parisienne. Ouais, pour que l'hôtel soit accessible aux Parisiens. C'est un hôtel qui est place de la Concorde. On veut accueillir tout le monde et que les Parisiens puissent venir et entrer dans l'hôtel de Crillon. Okay. Ça se fait de plus en plus en France. On parlait aussi, surtout pendant le Covid, mais ça existe encore, le staycation, les gens qui se font des petits plaisirs le week-end et venir passer la nuit ou le week-end dans des hôtels. Ça se fait de plus en plus aussi. Donc ça existe. Et donc là, on est au Japon. Donc je suis à Osaka, j'ai passé 2 ans là-bas, tout va bien, je me retrouve... Qu'est-ce que tu as appris au Japon en particulier? La culture de ce pays est incroyable. J'y suis retourné il y a 1 an pour des vacances. Et on me demande souvent où est-ce que j'ai préféré vivre et je ne sais jamais trop comment répondre. Mais là, je dois dire que le Japon, ça m'a remis quand même en tête que c'est un pays exceptionnel. Pourquoi? La culture, la précision, l'authenticité, le respect. Et surtout quand on fait du luxe et quand on fait de l'hôtellerie de luxe, là, c'est un bonheur. À l'opposé, en revanche, de l'Indonésie, où là, ils sont un petit peu plus créatifs et peut-être un petit peu moins structurés. Là-bas, ils sont très, très structurés. Donc, tu demandes de faire une chose 10 fois, elle sera faite 10 fois hyper précisément et parfaitement. Par contre, ce sera rare qu'ils te disent « mais tiens, si on faisait un peu différemment, est-ce que ça marcherait ?» En Indonésie, c'est le contraire. Tu leur dis de faire 10 fois le même truc, tu auras 10 versions différentes, mais elles seront toutes chouettes. Okay. Donc, c'est juste à gérer différemment. Il faut respecter les cultures de chacun. Dans chaque endroit, les choses se font un peu différemment. Mais c'est ça que j'ai appris. Et donc, au Japon, c'était la précision, l'authenticité. Tout a une raison d'être. Tout ce qu'ils font a un purpose, une raison d'être. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce qu'on fait aujourd'hui chez Rosewood. On essaie que tout ce qu'on fait dans l'hôtellerie, dans notre hôtel ici, ait une raison de le faire. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai appris là-bas. Et ensuite? Je suis parti à Tokyo. Donc mon boss, le même boss qui arrête pas de me bouger, m'a dit « tiens, tu vas à Tokyo, je peux pas te mettre encore directeur général, tu es un peu jeune, tu as 32 ans, mais tu vas comme numéro 2 de l'hôtel, donc directeur ou hôtel manager, ça s'appelle le terme. » Il m'a dit « tu me fais 1 ou 2 ans et puis je m'occupe de toi. » Et en fait, donc je suis arrivé, j'étais très content, Tokyo c'est génial.
Et en fait, au bout de 4 mois, il est venu me voir, il m'a dit « Vincent, il faut que je te parle, prends le petit déj avec moi demain matin ». Donc moi, j'ai pas dormi de la nuit, hein, j'étais en panique, ça faisait 4 mois que j'étais là, je fais « Tiens, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'étais en train de me réfléchir tous les trucs que j'aurais pu faire mal. Et en fait, le matin, il m'a dit « Alors, t'es content à Tokyo ?» Je fais « Ouais, c'est super, voilà tout ce que je fais et tout ». Il m'écoutait pas trop. Et il m'a dit « Bon, bah en fait, tu pars demain, j'ai un poste de directeur général pour toi. Par contre, tu pars à Tianjin, en Chine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui est au sud de Pékin, à environ 30 minutes de train de Pékin ou 1h30 de voiture. C'est une énorme ville de plus de 10 millions d'habitants, c'est la 4e ville de Chine. C'est une ville industrielle, sur le bord de mer, donc entre la Chine et le Japon. Donc une énorme ville, moi je ne connaissais pas non plus. Hein. Il m'a dit « Tu pars demain. Le directeur général il part demain, donc il faut que tu le vois. L'hôtel ouvre dans 4 mois. Il n'est pas ouvert l'hôtel, il n'y a rien qui va, tu y vas comme acting directeur général, donc en poste acting. Je reviens dans 1 mois et je demande aux propriétaires s'ils veulent te garder. Donc j'y suis allé, hein, de toute façon je n'avais pas trop le choix. Et moi c'était le but. C'est incroyable qu'il ait pensé à toi. Ouais, ça faisait plusieurs années qu'il me suivait. Là il avait besoin de quelqu'un et moi j'ai dit oui en fait. Quand d'autres auraient peut-être dit non, moi j'ai dit oui. Et donc j'y suis allé, c'était dur. Ils m'ont gardé et donc j'ai ouvert l'hôtel, je suis resté 2 ans là-bas. Pourquoi c'était dur ? C'était dur parce que quand un directeur général qui est en période de pré-opening part, c'est qu'il y a déjà plein de trucs qui ne vont pas. L'hôtel est sur le point d'ouvrir. Une ouverture déjà à la base, c'est dur. Il y a déjà plein d'éléments qui rentrent en compte. Tout le recrutement, tout le recrutement, l'opérationnel, le marketing, l'achat de tous les équipements. Enfin, plein. C'est un énorme puzzle qui se met ensemble et qui est compliqué. Et que tout doit s'emboîter correctement jusqu'à une date d'ouverture où là on dit ça y est, on accueille les clients et on est prêt. Et donc c'est pas facile. Dans tous les cas, même une ouverture qui se passe bien, c'est pas facile. Là ça se passait pas bien en plus. Et donc j'ai reconstruit une partie de l'équipe, on a fait tout le recrutement, le marketing. Moi j'ai fait au mieux, hein, c'était la première fois que je le faisais, donc j'ai fait un petit peu au feeling. Hein, et en plus, avec là, mon cœur. Une culture encore plus différente, parce que les Chinois et les Japonais ne sont pas du tout pareils. Totalement différent. Mais moi en fait, je fais tout avec mon cœur. En fait, j'essaie d'être moi-même, avec mes valeurs et de m'occuper des gens de manière équitable et juste, quelle que soit leur origine et leur culture, en la comprenant évidemment. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est canon comme expérience d'ouvrir du coup un hôtel si vous l'aviez, tu l'as jamais fait avant. Ah ouais, je l'avais jamais fait. Enfin, j'avais déjà ouvert un hôtel aux îles Caïmans, mais comme lobby lounge manager, c'est pas la même chose. C'est pas la même échelle. Là, c'était vraiment. Et l'hôtel là aujourd'hui, c'était en 2013, donc l'hôtel aujourd'hui a 12 ans, et je le suis encore sur Insta et tout ça, et ça reste mon hôtel en fait. C'est mon bébé que j'ai ouvert, c'est le premier hôtel de poste de directeur général que j'ai ouvert. Incroyable. Et ils en sont peut-être à leur 5e directeur général, mais moi j'étais le premier en fait. Enfin, j'étais celui qui l'a ouvert en tout cas. Il fonctionne bien. Il fonctionne très bien. C'est un hôtel incroyable, c'est un palace c'est un palace, dans pas Tianjin. un 3 étoiles. Non, et c'est un palace, pas la distinction palace comme on a en France, ça existe qu'en France, mais c'est vraiment un palais. D'ailleurs ça ressemble à un palais. C'est dans le style anglais. Très victorien, donc c'est un sublime hôtel dessiné par Pierre-Yves Rochon, donc un designer français qui a fait le Georges V ici par exemple, donc magnifique. Je voulais partir de Chine, le plan c'était que je parte de Chine, et donc le même fameux boss m'a dit je sais que tu veux partir de Chine, mais j'ai un super truc pour toi, le Bulgarie à Shanghai. Mais c'est pas du tout dans le même groupe? Si, c'était le même groupe. D'accord. C'était sous le groupe Marriott. C'était pas encore LVMH. Bulgarie Hotel, c'est un mélange entre, ils ont fait un deal entre Marriott et LVMH. Ok. Aujourd'hui, c'est sous la branche Belmond, je crois, une chose comme ça, non? Non, ça reste géré par le groupe Marriott et un peu sous Ritz-Carlton. C'est pour ça qu'à l'époque, ça a marché pour moi, mais ça reste une des marques d'LVMH. Ok. Et c'est ça qui était hyper intéressant pour moi, en fait, et ça a été déterminant, c'est qu'en fait, moi, j'étais donc le directeur général de l'hôtel et j'étais entre Bulgarie et Marriott. Donc la gestion Marriott, mais la marque Bulgarie. Et c'était hyper intéressant. Et donc l'image de marque, en fait, n'était pas du tout la même. C'était que Bulgarie. Et Bulgarie, c'était son image, c'est là où ils accueillaient leurs clients, ils faisaient leurs événements, tout était... En fait, ils ont tout compris. Ils ont dit, en fait, mes VIC, où je peux les trouver via des hôtels incroyables, et ensuite, je vais leur faire vivre une expérience qui est 360. Dans l'hôtel, et les chocolats Bulgarie, et la boutique Bulgarie, et toutes les amenities Bulgarie dans les chambres, et le service Bulgarie, avec derrière le savoir-faire d'une marque comme Marriott ou Ritz-Carlton qui faisait un peu le back-end, donc la formation, le recrutement, le management, le marketing, tout ça. Et voilà, c'était une belle collaboration et j'ai passé 3 ans et demi là-bas. J'ai fait la préouverture pendant presque 2 ans. C'était un gros projet. J'étais le premier, et j'ai géré pendant un peu plus d'1 an. Tiens, est-ce que tu pourrais nous dire un peu justement les différents types de statuts, de types d'hôtels, en fait, les typologies? Ouais.
Alors déjà, on va il y a parler la France, dont on sait, mais France, finalement dans le monde entier. Tout le monde ne sait pas en France, il y a un classement qui est fait par Atout France, donc un organisme du ministère du Tourisme, qui classifie les hôtels de 1 à 5 étoiles, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour les 5 étoiles, il y a une distinction qui s'appelle la distinction Palace, à laquelle on postule et on a en cours de on a repostulé et on est en cours d'étude pour savoir qui reste Palace, l'hôtel de Crillon, bien sûr. Donc on est en cours de. Il y a un nombre limité en France de Palace? Je ne crois pas qu'il y ait de nombre limité. En fait, c'est selon un certain nombre de critères. Donc il faut déjà être 5 étoiles, donc remplir tout un nombre de critères déjà physiques. Le nombre de chambres, la taille des chambres, les services qu'on propose, le room service, tout un tas de différents critères qui existent, un nombre d'employés par chambre, la restauration, il y a tout un tas de critères. En gros, ils divisent le nombre d'employés par le nombre de chambres pour voir le ratio, en fait, savoir s'il y a assez de collaborateurs pour s'occuper des clients. Et ça rentre en compte la taille des chambres, le nombre de suites, le nombre de chambres, donc tout un tas de critères qui rentrent en compte. Donc on peut être classé de 1, 2, 3, 4, 5 et les 5 étoiles peuvent postuler pour la distinction Palace. Et là, il y a toute une autre dimension qui rentre en compte, en plus du service. Et là, c'est beaucoup plus l'ultra luxe, dont la personnalisation, des expériences uniques, encore plus de staff par client, mais aussi une dimension expérientielle, d'héritage, d'histoire, de lieux, d'expérience, de culture qui rentrent en compte, qui permettent de distinguer l'hôtel plus d'un 5 étoiles à un palace. Il y a que, de mémoire, il y a 12 palaces à Paris et 31 en France. C'est en train de changer, là, il y a toutes les visites qui sont en train de se faire, donc on verra, là, ils vont, je pense, annoncer assez rapidement qui est encore dans les palaces, qui y rentre, qui en sort. On espère évidemment y rester. C'est important pour le business? C'est pas très important pour le business, que ça reste quand même une distinction française, mais en fait c'est en train de devenir de plus en plus important, et si jamais on a la chance de rester palace, je pense que tous les palaces vont pouvoir communiquer à l'international en disant l'hospitalité française, l'accueil français est exceptionnel. Et on a même une distinction au-dessus du 5 étoiles, c'est la distinction Palace, et voilà pour toutes ces raisons. Et donc il y a même des vidéos qui ont été tournées sur les différents palaces pour expliquer au monde ce que c'est. Donc pour le business, c'est pas mal aussi. Ça reste une distinction quand même sur laquelle on communique, c'est important. Je pense que ça peut rapporter du business. Ce n'est pas un élément déterminant, mais ça nous aide beaucoup effectivement. Est-ce qu'il y a une obligation à avoir des restaurants étoilés dans un palace ou un 5 étoiles? Non. Il n'y a pas d'obligation, c'est un complément d'expérience. Nous, on a un restaurant 1 étoile ici. Certains des palaces n'ont pas de restaurant étoilé, mais c'est peut-être un avantage, ouais, c'est un plus. C'est un plus quand même qui est assez pareil d'avoir des chefs qui sont particuliers, qui sont renommés, ou aussi des architectes qui sont... ça fait partie du dossier quand on a repostulé pour la distinction, donc pour le renouvellement de notre distinction Palace, il y a toute une dimension sur l'histoire, l'héritage, le lieu, mais le design aussi. On met en avant comment cet hôtel a été redessiné pendant la période de fermeture de 4 ans, avec des artisans, des architectes français, locaux, pour représenter pour nous le sense of place, donc l'esprit du lieu. Et après, on parlait des chefs. On a un chef, Boris Campanella, qui est un chef très très renommé, qui avait travaillé dans des 2, 3 étoiles Michelin. On a aujourd'hui Paul Perret, qui est un chef mondialement connu aussi, grâce à Ultraviolet et grâce à Top Chef ici en France, qui signe une de nos cartes de Nonos et comestibles. Donc ces choses-là, évidemment, aident. Le spa, qui a pris une grande importance aussi, l'expérience wellness, le bien-être, qui a pris de plus en plus d'importance dans l'expérience des clients aussi. Est-ce que, justement, tout ce qui va être les spas, la restauration, sont un peu des produits d'appel pour faire rentrer des personnes et faire découvrir l'univers de la maison, comme acheter un porte-carte ou un parfum pour les marques de luxe? Est-ce que c'est pareil, et à quel point c'est important ou non dans un business, notamment sur la rentabilité pour un palace ou un hôtel? Alors, deux éléments de réponse. La première chose, c'est pas juste un élément d'appel, la restauration, c'est juste 2 types de clientèle différentes. Nous, on voit la restauration comme un lieu de vie, et comme je disais tout à l'heure, pour accueillir les Parisiens aussi dans l'hôtel. Donc le bar Les Ambassadeurs, Butterfly, la pâtisserie, Comestibles, Nonos, c'est des lieux où les Parisiens viennent en fait passer un bon moment, et donc il fait vivre l'hôtel. Les chambres, c'est évidemment plus pour les touristes, parce que c'est des gens qui n'habitent pas à Paris, par définition, ou en tout cas pour la plupart. Donc en fait, les deux coexistent. Donc c'est pas l'un qui est un produit d'appel. En revanche, c'est vrai que pour les clients qui dorment à l'hôtel, de voir que les restaurants sont investis par les Parisiens, qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent, et que c'est un peu des places to be, comme notre bar et comme Nonos par exemple, ou comme la pâtisserie qui prend de plus en plus d'importance, ça donne une bonne image aux clients hôtels, en se disant tiens, je suis dans le bon hôtel. Est-ce que aussi, je sais qu'il y a certains hôtels, je crois que le Ritz le fait, je ne sais pas si l'hôtel de Crillon le fait,
c'est par exemple d'avoir des salles de sport. Et on peut avoir des memberships où on peut venir pour le spa, pour les hôtels. Et ça permet d'avoir un peu, à défaut d'un Parisien vienne dormir dans l'hôtel, il peut venir quand même toutes les semaines parce qu'il a ce club. Est-ce que vous aussi, c'est des choses... Il y a plusieurs hôtels qui le font à Paris. Nous, on le fait aussi. On a une trentaine de membres. Donc, et c'est public. Hein. Le prix par an est 8 500 € par an. C'est beaucoup et pas beaucoup. Ça dépend à qui on s'adresse, comme toujours. Hein. 2 000 € par nuit, c'est beaucoup pour beaucoup d'entre nous, et c'est pas beaucoup pour beaucoup de gens aussi. Donc, tout est relatif. Donc 8 500 € et on a une trentaine de membres parce que nous, notre spa et notre lieu est un tout petit peu plus petit. Ça leur permet quoi? Ça donne accès à la piscine toute l'année, aux installations, donc le hammam, le sauna, la salle de sport, la piscine. Ça donne accès à quelques autres avantages tout au long de l'année, des discounts en restauration, accès à des événements. Et nous, on fait un événement tous les mois, un événement de boxe, de pilates, de relaxation. Tout, on a un calendrier, donc ces clients-là participent à ces événements-là. Mais c'est aussi une manière pour nous d'avoir une petite communauté de clients aussi, qui sont très fidèles. C'est un peu notre famille, extended family, où on peut avoir ces contacts réguliers avec nos 30 membres. On ne montre à pas plus que 40, on n'a pas la place. Il faut que ça reste très qualitatif. Certains hôtels ont plus de place, donc ont plus de membres. Parce que c'est vrai qu'en fait, pour toi, Vincent, c'est quoi l'essence d'un hôtel? C'est quoi son sens? Le sens, alors à la base, c'est l'accueil. L'essence de l'hôtellerie, c'est d'accueillir des gens de l'étranger pour y dormir. C'est un peu ça, c'est des chambres. Ça a beaucoup évolué avec l'évolution du luxe aussi, où c'est de plus en plus expérientiel. Donc des restaurants de plus en plus créatifs, de plus en plus incroyables. Des spas de plus en plus développés, des activités, du retail, de plus en plus de boutiques ou d'expériences. C'est vrai qu'en plus, vous avez des boutiques de luxe. En passant, j'ai vu là qu'il y avait des vitrines de Messika, par exemple. Donc, vous avez aussi ce business model avec les maisons et aussi avec des conciergeries de grandes marques. Ouais. Alors, les vitrines, c'est plus une collaboration où ces marques-là. Messika, c'est un bon exemple, mais c'est un très très grand partenaire, on est très proche d'eux, ils nous aiment beaucoup, ils viennent souvent ici. Jean-Baptiste était dans le podcast. Ah voilà, c'est un très bon ami. Voilà. Et donc voilà, mais bon, et là ils ont cette vitrine dans le lobby, mais surtout c'est un partenaire plus qui vous allez faire des événements, faire des événements avec eux, voilà. Avoir la clientèle. Après, ils travaillent avec d'autres hôtels aussi évidemment, et on n'est pas exclusif, mais on est proche d'eux évidemment. Donc eux, ils ont une vitrine, mais il y a plein de marques qui ont des vitrines dans l'hôtel. Et on a effectivement une boutique qui est un petit peu un cabinet de curiosité où on peut avoir plein de petits éléments, soit qui rappellent l'expérience de l'hôtel, soit qui sont plus dans le lifestyle. Des hoodies, des jogging, un jeu de backgammon ou la machine à café qu'on trouve dans l'hôtel. Donc il y a tout un tas de choses qui sont disponibles. Parce que si on regarde stratégiquement, toute marque de luxe a tout intérêt à être extrêmement proche d'un palace parce que vous avez une concentration importante de VIC, en fait. Ouais. Oui, et puis des centaines par jour surtout. C'est vrai qu'on a tous nos clients, on sert peut-être 1000 clients par jour dans l'hôtel. Donc c'est 1000 personnes qui passent en face d'une vitrine et qui ont accès à cette visibilité. Donc oui. Après, il y a beaucoup de choix. Il n'y a pas que l'hôtel de Crillon, hein. C'est hyper compétitif, donc il y a beaucoup de choix pour ces marques. Certaines de ces marques ont même leurs propres hôtels aujourd'hui ou leur propre groupe. Par exemple. Bulgarie, par exemple. Moi, j'ai travaillé pour Bulgarie. Hein. C'était la suite. Après Tianjin, j'étais à Shanghai, du coup, et j'ai travaillé pour Bulgarie. Hyper intéressant et élément déterminant de ma carrière aussi pour le job d'aujourd'hui. Mais effectivement, certaines marques ou Cheval Blanc avec LVMH, par exemple. Oui, très bien. Où ils vont ouvrir un hôtel Louis Vuitton. Donc c'est... Je pense que tout le monde a hâte de voir ce que ça va offrir. C'est hyper bon pour la ville, pour Paris, pour les marques de luxe, pour tout ça. Donc on a hâte de voir. Et aussi parce qu'il y a des superbes hôtels, hein, le Plaza, le Bristol, le Meurice, tous ces hôtels qui sont tous très proches de nous, ont des très très belles choses à offrir, aussi bonnes que les nôtres. Hein. Mais comment ça passe, une sorte de partenariat peut-être un peu officieux, mais vous avez toujours un service de conciergerie qui est obligatoire pour tout hôtel de ce standing, et vous allez avoir un lien particulier avec tous les grands vendeurs ou la conciergerie entre guillemets de toutes les grandes boutiques, Hermès qui est juste à côté, Cartier, etc. Et quand, je sais pas, un émirat arrive, et bien vous allez lui booker.
telle et telle marque qu'ils souhaitent avec des rendez-vous et donc vous allez vraiment travailler en fait avec toutes ces maisons. Deux éléments pour répondre. La première, oui, on a un service de conciergerie et c'est hyper important et même depuis le Covid, c'est encore plus important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que le temps était limité, ils ne veulent plus trop attendre pour un rendez-vous, pour une table, pour voir un musée, ils veulent couper les fils, surtout notre type de clientèle. Et donc le concierge devient un point central de l'expérience. Parce que nous, nos concierges, nos clés d'or, ouvrent toutes les portes. C'est la définition un petit peu officieuse. Donc nous, on a une équipe, mais tous les palaces l'ont, hein. On a une superbe équipe de concierges. Et c'est aussi pour ça que les prix des chambres est élevés dans les palaces. C'est parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs pour s'occuper des clients et qu'il y a des services comme la conciergerie où moi, j'ai mis beaucoup d'attention sur ce service-là. Pierre, qui est le chef concierge, qui est très impliqué dans les clés d'or. Et donc son équipe, dont la plupart sont clés d'or aussi, permettent d'ouvrir toutes les portes. Donc on a ce service-là où nous, notre client qui arrive à l'hôtel, dit voilà, je veux tel rendez-vous, tel restaurant, tel musée, tel truc, telle activité. On s'en occupe. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, mais on peut personnaliser cette expérience. Il y a beaucoup de clients qui ont leur propre conciergerie, soit parce qu'ils passent par American Express ou leurs agents de voyage, ou des agences qui font ça, hors de notre hôtel, qui leur réservent tout. Il y a beaucoup de nos clients qui préfèrent passer par nos concierges, mais c'est deux services qui coexistent et qui coexistent bien. Après, pour les rendez-vous dans certaines boutiques, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Mais on a des connexions et si on a vraiment besoin, on peut essayer de trouver des rendez-vous pour nos clients chez Hermès, chez Goya, chez certaines marques. Je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, mais certaines marques qui sont clairement plus difficiles à avoir que d'autres. Et nous, on maintient des bonnes relations. Si jamais je veux un rendez-vous, je passerai par toi. Moi, j'essaierai avec plaisir. Ah, c'est excellent. Mais donc, en fait, c'est important d'avoir, en plus de travailler de votre réseau, de votre clientèle, de travailler votre réseau local. Extérieur, oui, bien sûr. Et en fait, on se rend compte que ces maisons-là aussi sont nos clients, parfois. C'est-à-dire que les équipes de différentes maisons dont on a parlé viennent ici déjeuner, dîner, amènent leurs clients ici. Parce qu'on a un lieu de vie aussi, on a un lieu d'accueil. Et parfois mettre leurs clients ici. Quand les clients viennent de l'étranger, ils ont besoin d'un hôtel en fait. Oui. Donc en fait, tout ça, ça devient un écosystème relationnel et qui marche en fait, et qui est logique. C'est les mêmes clients qui vont dans les mêmes lieux. Donc autant se les partager. Encore une fois, ces marques-là ont le choix des différents hôtels. Je ne suis pas le seul. Donc on essaie d'être bon et de faire du bon boulot et de bien s'occuper des clients et d'essayer de répondre à leurs attentes du mieux possible en tout cas. Je suis parti à Singapour. J'ai fait 6 mois à Singapour et au bout de 6 mois, j'ai eu un appel en me disant « Il cherche quelqu'un à l'hôtel de Crillon, chez Rosewood. Est-ce que ça t'intéresse ?» Un copain qui m'a appelé, qui avait entendu parler du poste. Et ça m'intéressait évidemment. Donc j'ai dit oui. J'ai dit le timing est hyper mauvais. Éthiquement, ça me pose un problème. Mais je ne peux pas dire non à une telle opportunité. Et donc j'ai postulé, j'avais 38 ans. Je ne pensais pas du tout que j'aurais le job parce que je pensais que j'étais trop jeune et que je n'avais jamais bossé vraiment à Paris. Et finalement, c'est un peu ce qu'ils recherchaient en fait. Donc l'expérience asiatique, du luxe, un Parisien de mon âge ou à peu près de mon âge. Donc voilà. Et finalement, j'ai eu le job et c'était il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et c'était quoi la mission en arrivant? Pourquoi? La mission, l'hôtel avait 2 ans, donc il avait besoin de continuer dans son expansion. Le directeur général précédent l'avait très bien positionné, l'avait ouvert. C'est très dur d'ouvrir un hôtel. Il y a besoin peut-être d'un deuxième souffle ou de continuer ce qui avait été fait, de continuer d'attirer les Parisiens et que l'hôtel vive et de continuer de le positionner parmi les plus beaux palaces et les palaces les plus performants de la place parisienne. Donc c'est ce que je me suis attaché à faire et à continuer à le faire grandir, sachant qu'un hôtel a une progression la 3e, 4e, 5e année qui est en pleine expansion. Nous, malheureusement, 3e, 4e année, c'était le Covid. Donc on a perdu 1 an et demi environ. Et depuis 2022, 23, 24 et la 25, c'est une belle expansion. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid ? Le 17 mars, j'ai fermé les grilles de l'hôtel. On a dû dire aux derniers clients de partir parce qu'on ne pouvait plus assurer la sécurité des employés ou des clients. On ne savait pas, c'était le tout début. On a fermé 4 mois, on a réouvert parce que c'était un peu fini, on pensait que c'était fini. On a rouvert 4 mois, puis on a refermé parce que finalement, c'était pas fini. Et on a refermé environ 5 mois. Et ensuite, on a réouvert et puis on a réappris à marcher, puis à courir, en fait. Donc, voilà. Mais ça a été une période pendant laquelle on s'est surtout attaché à assurer la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs, leur sûreté, leur sécurité, leur santé, parce que c'était à ce moment-là la priorité du moment. Même financièrement.
Financièrement, ça a été dur, évidemment. On a eu beaucoup d'aides de l'État. Hein. L'État français a été vraiment au soutien avec les différentes aides, les fonds de solidarité, l'activité partielle. Donc tout ça, ça nous a permis de rester à flot. Mais évidemment, c'était des très mauvaises années économiques qu'on a depuis rattrapées, mais ça a été des moments difficiles, évidemment. Et est-ce que tu as vu un reboom dès que ça a été vraiment réouvert? Parce que l'année 2021 a été assez exceptionnelle pour toutes les marques de luxe, parce que les clients qui n'avaient pas investi et dépensé, ils se sont remis. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a cette tendance que la croissance est plus forte pour tout ce qui est expérientiel, VS, les biens personnels. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu voir? On l'a vu, c'est reparti assez fort à partir de mi-2021. Il y a eu un problème, c'est qu'on a eu du mal à recruter à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui sont soit pas revenus au travail ou qui ne veulent plus faire ce métier au moins pendant un moment. Ça a rechangé depuis, mais on a eu un moment où l'activité est repartie plus forte que le nombre de collaborateurs. Et on a couru un peu après nous-mêmes et ça a été difficile. Depuis, ça s'est remis en route et on a vu que l'activité est plutôt bien repartie. On a eu surtout en 2022-2023 un gros regain d'activité. Tout le monde a revoyagé. Tout le monde était prêt un peu à payer ce qu'on demandait. C'était super pour nous, c'était une belle activité. Et là, ça s'est restabilisé, mais on a réussi à pérenniser quand même des belles années. Et on continue sur notre belle lancée. C'est à peu près pareil pour tous les palaces. Hein. Les chiffres sont globalement dans les mêmes tendances un petit peu pour nous tous. Est-ce que Vincent, tu pourrais me dire justement quelle est l'histoire du crayon? Parce que pour moi, le crayon fait partie de ces emblèmes avec le Ritz. Donc tu vois, Ritz, je pense à Coco Chanel, ouais. Crayon. Vincent. Maintenant, j'espère. Oui. C'est un hôtel tellement mythique. Déjà pour moi, c'est un hôtel mythique. Quand j'avais 17 ans et que je faisais mon job juste avant de partir à Lausanne, j'avais un job dans un hôtel pas loin. J'étais bagagiste à 17-18 ans, juste avant de partir à l'EHL. Et je sortais de la sortie de métro qui est devant l'hôtel Concorde. J'habitais dans le 15e et donc je sortais donc devant l'hôtel de Crillon. C'était un rêve pour moi et ça représente vraiment l'icône, vraiment iconique. Après, et pourquoi iconique? Alors, parce que déjà l'emplacement, la place de la Concorde, la plus grande, la plus ancienne place, la place la plus historique. Il s'est passé le mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI était sur la place. L'arrangement c'est Louis XV qui a créé cette place, qui a agrandi les Tuileries pour aller vers Versailles. Enfin, tout ça, ça s'est passé devant nous. Et ensuite, les parties de la Révolution française, les 2 guerres mondiales, toutes les choses qui se passent sur la place. Et depuis les JO, l'équipe de France en 98, en 2022 aussi. Donc toutes ces choses-là sont place de la Concorde. C'est la plus grande place de Paris et la plus ancienne. Donc déjà ça. Ensuite, le bâtiment, 1758, la façade, érigée par Louis XV, à la demande de Louis XV. Le même architecte de façade qu'a fait Versailles. Donc vraiment toute cette belle histoire. En plus, il y a son homonyme avec l'hôtel de la Marine. Ouais, donc en fait, toute la place a été réarrangée. Donc les deux sont vraiment de manière symétrique. Avec l'hôtel de la Marine, c'était l'ancien garde-meuble du roi, qui est devenu ensuite la Marine. Et d'ailleurs, qui a une exposition exceptionnelle. Donc c'est un musée à visiter, l'hôtel de la Marine, qui est superbe et qui est hyper pratique pour nous parce que c'est vraiment juste à côté et qui est magnifique. Donc quand on arrive, moi parfois j'arrive à l'hôtel en traversant le pont de la Concorde, quand on voit ces 2 bâtiments. Et en fait, pour beaucoup de Parisiens et beaucoup de personnes au monde, ces 2 bâtiments ont été en rénovation pendant pas mal d'années. D'abord la partie droite, et ensuite l'hôtel pendant la fermeture. Et donc en fait, il y a eu presque, 5 ou 10 ans où l'une ou l'autre était couverte, en fait. Avec on voyait ces grandes pubs, c'était pas forcément hyper joli d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand on arrive, c'est grandiose. Avec la Madeleine derrière qui a été complètement refaite, et les deux façades de la côté, c'est incroyable cette place. Donc, il y a cet aspect-là, la façade, donc en Jacques Gabriel, 1758, et ensuite toute l'histoire de la famille de Crillon. Quelle est l'histoire? C'est donc la famille du comte de Crillon, qui est ensuite devenu le duc, et donc cette famille, qui d'ailleurs, on a encore une suite qui s'appelle la suite duc de Crillon, qui étaient les propriétaires, et donc au fur et à mesure de différentes générations, c'est devenu un hôtel particulier, un lieu d'accueil, et au fur et à mesure, qui est devenu ensuite en 1909 l'hôtel de Crillon. Et donc c'est devenu un hôtel, comme aujourd'hui. C'était quoi la différence avec un hôtel particulier? C'était plus l'accueil de famille ou d'amis. C'est devenu un business, c'est devenu un vrai hôtel comme on les connaît aujourd'hui en 1909, avec donc l'extension
entre la place de la Concorde jusqu'à la moitié de la rue Boissy-d'Anglas, donc le long de l'ambassade américaine, et là c'est devenu un hôtel. Je n'ai pas le nombre de chambres en tête à l'époque, mais pas très éloigné de celui d'aujourd'hui, avec une grande partie qui existait, qui est comme aujourd'hui en fait. Ça a été rénové de nombreuses fois entre-temps, je ne sais pas combien de fois, sur une centaine d'années. La dernière a eu lieu donc entre 2013 et 2017, mais ça a été rénové au fur et à mesure du temps. C'est vrai que là, cette fois-ci, entre 2013 et 2017, l'hôtel a pris une tournure un petit peu plus contemporaine, un peu plus moderne. Donc c'est un hôtel du XVIIIe siècle qui est rentré en termes de design dans le XXIe siècle. C'est un petit peu comme ça, et on a cet aspect où on parle beaucoup de conservation, parce qu'on conserve l'héritage, l'histoire, le lieu, mais on transforme aussi pour pas rester ancré dans un hôtel qui est vieillot ou qui vit sur ses acquis, mais qui justement plutôt rentre dans le futur, ou qui transforme, et qui est contemporain. J'aime bien le mot contemporain, moi. C'est un mot que j'utilisais aussi dans d'autres hôtels, parce que contemporain, ça veut dire que c'est un hôtel qui vit avec son temps. C'est pas moderne, c'est pas vieux, c'est un hôtel qui vit dans son temps, qui est bien dans son temps. Et est-ce que tu as des histoires un peu de grandes stars, de grands présidents, ou même des demandes un peu particulières de certains clients qui sont un peu mythiques? Ouais, alors, historiquement, dans cet hôtel, il y a des personnalités qui sont venues. On parle déjà, j'ai parlé tout à l'heure juste de Marie-Antoinette. Accessoirement. Une des premières qui prenait des cours de piano dans le salon Marie-Antoinette. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Du coup, il a été rebaptisé salon Marie-Antoinette, qui est sur cette place, sur la terrasse qui donne sur la place de la Concorde. Donc, un lieu incroyable. Donc, Marie-Antoinette, et donc la future reine de France. Ensuite, certaines personnalités, et c'est public, mais on parle de Charlie Chaplin, de Georges Clemenceau. On a eu l'équipe de France de 98 qui est venue célébrer la Coupe du Monde et le championnat d'Europe en 98 et 2000. Et là, plus récemment, malheureusement, on avait perdu, mais ils sont quand même venus aussi se présenter pour voir leur public. Et il y a eu des moments incroyables. En 1918-19, juste après la Première Guerre mondiale, le traité de la Société des Nations a été signé dans le Salon des Aigles, ici, qui est notre salon principal. C'est l'ancêtre des Nations Unies, qui a été signé plus tard en 1945, mais ça a été signé ici. Donc tout ce genre d'histoire qui se passe, on accueille beaucoup de célébrités, de présidents. On peut évidemment pas toujours parler de qui vient ici, mais c'est un lieu où les célébrités, chez nous et dans les autres palaces évidemment, viennent. Certains ont leurs habitudes, certains viennent très régulièrement, et on les connaît. Les fans les connaissent aussi parce qu'il y a souvent beaucoup de monde qui est devant. Parce que moi, je vais courir, et quand je cours, je passe toujours devant le Crillon. Et ça m'est arrivé des fois avec les grandes voitures et d'avoir une masse de monde qui attendait. Alors, ce qui est très drôle, c'est que si vous demandez, la moitié des gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Oui. Ils ont juste vu du monde et ils attendent. Ça, c'est assez incroyable. Pourtant, ils attendent des heures, et parfois dans le froid ou sous la pluie. Certains savent. Parfois, la célébrité n'est pas là, ou est déjà partie, ou n'est pas encore arrivée, mais ils sont quand même là. Donc, c'est assez drôle. Voilà le genre de personnalités qu'on a eues au fur et à mesure des années, des grands hommes politiques, des présidents, des rois, des reines, des grands businessmen, des grands patrons d'industrie, des grosses entreprises. C'est ces gens-là qui viennent, mais ils viennent aussi parce qu'on peut assurer aussi leur sécurité, leur intimité, respecter le fait que tout le monde ne sache pas où ils sont. Et d'ailleurs, c'est arrivé qu'on ait des célébrités où finalement, sont restés 10 jours et les gens ne savent pas que cette personnalité était là. Donc c'est là où on voit qu'on a fait du bon boulot. C'est hyper important pour eux et pour nous. Ces personnes prennent tout le temps des suites, souvent le package le plus exceptionnel. Ça dépend des personnalités. Certaines oui, certaines non. Ça dépend vraiment de leurs demandes. Ça dépend des C'est quoi les grades que vous avez? Ensuite, en chambre, ouais, on a 3 catégories de chambres, 3 catégories de suites et les suites signatures au-dessus. Donc on a 18 signatures, il y a 124 chambres. Et c'est divisé comme ça. Donc 3 catégories de chambres, 3 catégories de suites et 18 signatures avec des très belles suites aux suites exceptionnelles comme les grands appartements de Karl Lagerfeld, la suite Bernstein qui a cette terrasse de plus de 100 mètres carrés qui donne sur la place de la Concorde qui est incroyable et qui a pour moi une des plus belles vues de Paris. Après, on pense tous qu'on a la plus belle vue de Paris, mais moi j'aime bien la nôtre. Donc voilà. Voilà pour le mix des chambres. Combien ça peut coûter une signature comme ça? Alors, les prix sont à peu près publics. Donc, la plus grande suite signature, la suite Karl Lagerfeld, les grands appartements, c'est 25 000 € la nuit.
Ok, bon donc voilà, c'est dispo. Okay. Et elle est pas louée tout le temps, hein. C'est ce genre de suites qui ne sont pas louées tout le temps. Pour les Fashion Week ou des choses comme ça. Elles sont utilisées pour ça, et puis après... Parce que ce sont des appartements, ça fait combien de mètres carrés? Ça fait les deux ensemble pratiquement 200 mètres carrés, donc c'est assez grand. Oui, et puis on peut mettre 2 ou 3 chambres, c'est souvent soit des familles avec leurs enfants, ou leur garde du corps, ou des proches, ou les assistants. Ça dépend des circonstances. Ça dépend vraiment de qui, de quoi, de pourquoi ils sont là. Ça dépend de plein de choses. Mais on adapte. Après, ça, c'est la plus grande. Il y en a d'autres qui sont plus raisonnables à 4, 5, 6, 7, 8 000 euros. Je me rends compte que c'est des montants assez incroyables pour beaucoup de gens, mais c'est raisonnable pour pas mal d'autres. Donc après, chacun avec son marché et sa demande. J'aimerais, avant de passer aux questions signature, qu'on puisse parler un peu de justement l'expérience client dans un hôtel de luxe. Beaucoup de marques doivent, je ne sais plus dans quel épisode d'ailleurs on en parlait, sur le fait que les marques de luxe aujourd'hui, elles ont un problème, elles perdent de l'authenticité, notamment avec leur relation client. Elles n'ont pas que juste des produits exceptionnels, elles sont obligées d'aller au-delà avec des services qui vont apporter, en fait, qui limite aujourd'hui sont 50-50 aussi importants que le produit. Oui, bien sûr. Et les maisons ont vraiment cette problématique de comment arriver à faire des services qui ont du sens, justement, qui soient authentiques, qui apportent quelque chose qui répond à un vrai besoin et en même temps de faire vivre une expérience qui est vraiment émotionnelle parce que le luxe, par définition, c'est de l'émotion. Et souvent, en fait, les marques, il y a un problème aujourd'hui aussi avec le recrutement, etc. Mais la réalité, c'est que les marques, c'est un vrai challenge. Et je ne sais plus qui me disait ça, aujourd'hui, les marques, si elles veulent réussir, elles doivent aller dans un hôtel et regarder ce que c'est et limite prendre des majordomes en fait dans leur boutique. Mais si tu veux faire vivre une expérience qui soit exceptionnelle, le meilleur du meilleur, c'est l'hôtellerie. Mais d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de marques qui recrutent dans nos hôtels. D'ailleurs, ça ne nous arrange pas trop, ça, parfois, parce qu'ils ont souvent un peu plus de budget que nous. Après, la plupart des collaborateurs ont la passion et c'est leur vocation de travailler dans l'hôtellerie, donc ils ne partent pas forcément dans les marques de luxe, mais en tout cas, c'est souvent une tendance, ils essaient de recruter des collaborateurs d'hôtellerie de luxe. Moi, je mets l'accent sur, évidemment, sur tout ce qu'on fait dans les différentes expériences. Il y a certains services sur lesquels on peut vraiment mettre des points d'orgue d'expérience. La conciergerie, j'en parlais tout à l'heure, c'est que en fait, les clés, et donc les clés d'or, c'est d'ouvrir toutes les portes, de pouvoir donner accès, de gagner du temps. Le luxe aujourd'hui, c'est aussi le temps, l'accès, l'intimité, donc vraiment de pouvoir accéder à des expériences, soit des money can't buy, donc choses uniques, soit simplement de ne pas faire la queue dans une boutique ou d'avoir un rendez-vous privé ou d'avoir la meilleure table de tel restaurant qui est impossible à réserver. Ça fait partie de l'expérience et j'ai mis un gros accent sur ce service-là de conciergerie. Offrir du détail. Pardon ? Offrir du détail. Du détail, mais de l'accès surtout. De l'accès, de pouvoir vraiment donner à ces clients-là l'impression que parce qu'ils sont à l'hôtel de Crillon ou dans un des palaces, parce que tous les autres palaces le font aussi, mais il y en a très peu à pouvoir le faire en revanche, c'est parce que vous êtes client ici, on vous ouvre les portes. Impossible, c'est possible. Ouais. Impossible, c'est possible. Et on est très souvent challengé pour un jet privé en dernière minute, une dégustation de champagne demain, il faut y aller, et tout organiser, un pique-nique, je ne sais pas où, enfin, on fait des trucs incroyables, ou alors tout d'un coup j'ai besoin d'un truc qui n'existe pas en France, il faut l'acheter, j'ai besoin d'envoyer un truc à tel endroit et débrouillez-vous en fait. Donc vraiment, vous demandez, on délivre. Tant que ça reste des choses éthiques, légales, on fait tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le service des majordomes. On a une équipe de majordomes dédiés. Ils sont plus d'une douzaine en tout. Donc, pour qu'à tout moment, ils soient au moins 3 ou 4 dans l'hôtel. Et leur job, c'est de créer l'extraordinaire pour les clients de l'hôtel. Donc, en fait, c'est eux qui rencontrent le client après leur check-in et qui les accompagnent en chambre. Et là, ils ont quelques minutes pour savoir pourquoi ce client est là. Si on ne le sait pas déjà. Parfois, on le sait déjà. Et si on le sait déjà, de creuser, et si on ne le sait pas, de deviner et de comprendre. Pourquoi ce client est là? Est-ce qu'ils sont là parce que c'est une lune de miel? Est-ce qu'ils sont venus voir leur fils qui étudie à Paris? Est-ce qu'ils sont venus voir un match de foot? Est-ce qu'ils sont là pour la Fashion Week? Ils sont là juste pour se reposer, ils viennent de prendre leur retraite. Il y a plein de raisons, tout le monde vient pour une raison différente. Et ensuite, en fonction de cette information, de personnaliser l'expérience.
de faire soit des dessins ou des petits rappels en chambre, d'organiser leur itinéraire, de planifier leur transfert, tout planifier pour eux, que chaque expérience soit unique pour chacun des clients. Et ça vraiment, ça rentre dans l'expérience, de proposer différentes expériences autour de différents thèmes. Ça peut être la culture, l'art, le sport, tout ce qui est art culinaire aussi. Donc toutes ces raisons, le bien-être aussi, toutes ces manières de personnaliser l'expérience et de leur faire découvrir la ville, peut-être avec un angle différent, avec des expériences que tout le monde ne peut pas avoir, parce que nous on a accès, parce que nos concierges, parce que nos équipes ont les relations. Donc ce deuxième service-là, il est important. Et toutes les petites attentions qu'on peut trouver en chambre. Donc ces butlers-là, ils rentreront quand le client n'est pas là, au moment du service de la chambre, et essayer d'observer ce qui se passe dans la chambre et de trouver des petites attentions qui font la différence. Que quand le client rentre, déjà qu'ils se sentent comme chez eux, qu'ils se disent « waouh, ils ont trouvé un truc qui m'a fait plaisir ». Un ou plusieurs choses. Et là, c'est ce qui touche le cœur. Donc ça, et je dirais aussi le service des... Bon, après, tous les services, je pourrais tous les mentionner, mais les femmes de chambre et les gouvernantes aussi qui rentrent et qui font les services dans les chambres, c'est pas juste du nettoyage. C'est comment arranger la chambre pour que quand le client rentre, il se sente bien. Est-ce qu'il dort à droite ou à gauche du lit pour mettre les pantoufles du bon côté? S'il a les médicaments, on rajoute un peu des bouteilles d'eau. Il a un livre, on met un marque-page. Toutes ces petites choses qui font la différence, tous ces petits détails que les femmes de chambre peuvent trouver pour arranger l'expérience du client. Si le client boit beaucoup de café, rajouter du café. Si on voit qu'il boit que de l'eau plate, ben enlever l'eau pétillante et mettre que des bouteilles d'eau plate. Tous ces petits détails, ils ont l'œil et c'est ces personnes-là qui peuvent vraiment créer cette expérience unique pour les clients. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'attache vraiment précisément parce que c'est ça qui fait la différence. C'est aussi pour ça que c'est plus cher. Parce qu'on passe beaucoup de temps à s'occuper du service des clients quand ils sont dans l'hôtel, en plus de tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. Et en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la restauration, le spa, où ça c'est un petit peu évident qu'on doit faire quelque chose d'exceptionnel pour garder ses clients captifs et les faire rêver et s'assurer qu'on touche leur cœur et qu'ils continuent à venir ici. Et là-dessus, j'ai une question parce que la plupart des maisons de luxe, vraiment on va dire les marques de salles, de montres, etc., leur but, c'est vraiment d'avoir une expérience qui soit très personnalisée, surtout pour les meilleurs clients. Et un peu, la problématique, c'est souvent en fait ton moteur de croissance, c'est la classe moyenne qui s'enrichit, donc c'est pas les vieilles ici. Et comment tu fais pour avoir quelque chose qui soit extrêmement personnalisé, alors que tu brasses quand même du volume? Si vous avez plus de 125 chambres, on a 1000 clients par jour, comment en fait, il y a deux questions. Comment vous arrivez à personnaliser pour des personnes qui ne dorment peut-être pas à l'hôtel? Et aussi, si toi, tu étais un CEO de marque de luxe, je ne sais pas, de montres, qu'est-ce que tu ferais pour rendre ça vraiment différent? Ok. Alors, premièrement, si je disais que tous les soirs, quand il y a 200 clients au bar, on personnalise l'expérience des 200, je mentirais et tout le monde comprendrait que ce n'est pas vrai. En revanche, chaque employé qui va aller prendre la commande va essayer d'avoir un petit sourire, une petite blague, de se rappeler si c'est un client qui est déjà venu, c'est « Ah, la dernière fois vous avez commandé ça, je vous l'ai remis ou je vous ai mis un petit truc en plus, tiens, goûtez ce nouveau cocktail ». Donc l'expérience, elle n'a pas besoin d'être autant aux petits soins dans une suite signature ou le client qui vient prendre un verre de vin au bar, c'est différent. Mais si je m'attache aux clients qui dorment à l'hôtel, donc on a 124 chambres, déjà c'est un hôtel qui tourne, et ça c'est pour tous les palaces, entre 55 et 65% de taux d'occupation. Okay. C'est une moyenne à peu près, après il y a des périodes plus hautes, plus basses, mais c'est une moyenne des palaces environ. Parce qu'on veut faire du bon boulot pour chaque client. Donc en moyenne, sur 124, j'en ai 80 qui sont occupés. Je parle sur une moyenne. C'est moins déjà. Et bien tous les matins, on a un briefing. Moi j'y vais tous les matins à 8h30 avec les équipes. Et en plus de parler de culture, de valeurs, de vision de ce qu'on fait, et des chiffres du jour d'avant et du jour actuel, et peut-être des prévisions, surtout on passe beaucoup de temps sur nos clients. Qui sont les clients qui arrivent aujourd'hui? Et qui arrivent aujourd'hui, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on ne les connaît pas? Pourquoi ils viennent? À quelle heure ils arrivent? Combien ils sont? Leur nom, le nom des enfants. Si on peut avoir une photo, tant mieux. Et ensuite, en fonction de l'heure où ils arrivent, de personnaliser. Et là, c'est les butlers qui se disent, tiens, ils arrivent à 18h, bah tiens, on met une petite, on va pas mettre des fruits, on va pas mettre des croissants, on va mettre des petits trucs d'apéro. Tiens, tel client, il ne boit pas d'alcool, on va pas mettre une bouteille de champagne, on va mettre un juice bar, par exemple. Donc vraiment, de customiser, il n'y a rien de pire que de mettre la mauvaise amenity si on connaît le client. Donc ça, c'est les arrivées. Ensuite, qui est dans l'hôtel, donc qui n'est ni en arrivée ni en départ aujourd'hui.
comment ça se passe, est-ce qu'ils ont été rencontrés, est-ce qu'on les a appelés pour savoir s'ils vont bien, est-ce qu'ils ont été rencontrés au petit-déj, et là on passe par client par client. Et la troisième partie, c'est qui part aujourd'hui, à quelle heure ils partent, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'on leur a fait un petit cadeau de départ, est-ce qu'ils ont été rencontrés par soit moi, soit le numéro 2, soit les équipes, en fonction de leur degré de VIP. Tout le monde n'est pas au même niveau. Hein. Il y a des, vous leur offrez un petit suite crayon tous les... Ça dépend, mais il y en a qui partent avec une petite pâtisserie, d'autres avec un petit porte-carte, carte de visite, d'autres une casquette. Ça dépend vraiment du type de client. Ça dépend aussi du type de clientèle et du type de chambre qui sont réservées. Hein. Un client qui a réservé une suite à 25 000 € ou un client à 2 000, ils ont le même degré d'attention et de service, mais certains, voilà, et comme dans n'importe quelle boutique, auront un peu plus d'attention que d'autres. Ça, c'est normal. Mais tout le monde aura une très bonne intention en tout cas. Donc voilà, et donc ça, on le fait tous les jours. Il y a une autre chose qu'on fait qui est très importante, parce qu'on n'est pas parfait, on fait plein d'erreurs. Même si on imagine qu'il y a 3% d'erreurs, sur 1000 clients par jour, ça fait 30 erreurs. J'encourage mes équipes à apprendre ce qu'on ne fait pas bien et à le partager. Et le pas se culte dire, de l'erreur, de le dire. De le dire et de l'analyser, de dire déjà il y a une erreur, le client soit nous l'a dit, soit on s'est rendu compte. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Comment est-ce qu'on corrige? Comment est-ce qu'on s'excuse? Comment est-ce qu'on anticipe pour que le client se dise « Waouh, bon, il y a eu un petit truc, effectivement, mais ils ont été hyper bons, ils ont réglé le truc hyper vite, et en plus, ils ont fait une attention en plus. » Et aussi pour analyser, pour me dire bah, « Si plein de fois on fait la même erreur, il y a peut-être un process à changer. » Et ça, c'est vraiment le culte d'apprendre aussi, parce que ce ne serait pas du tout humble de se dire « On est parfait ». Au contraire, on fait des erreurs, et à notre niveau d'attente, on ne peut pas en faire des erreurs, ou on faut en faire le moins possible. Donc c'est aussi ça, en plus de connaître nos clients et de l'attention au service, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on peut s'améliorer quand on n'est pas parfait. C'est important. Je crois que c'est la semaine dernière, nous on a eu tout chez Grace, dans ma boîte, on a eu tout un moment où on parlait justement de ça, en fait, un peu de la culture d'entreprise et qu'est-ce qui était important. Et on se rendait compte que la proactivité et le culte de l'erreur étaient en fait juste la base de tout. Mais quand tu as une société, pour tes clients, pour les clients finaux, et en fait tu ne peux pas progresser. C'est un peu aussi des fois, tu sais, cette différence entre le perfectionnisme et l'excellence. Ouais. Et souvent, les personnes, notamment dans les marques de luxe qui travaillent, confondent ça. Le savoir-faire, c'est de l'excellence. J'imagine que c'est ce que vous faites. C'est le détail. Mais en fait, le perfectionnisme, pas forcément. Non. Et puis, plus on essaie d'être dans le détail, plus on peut parfois se planter aussi. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Et parfois, les erreurs, je dis à mes équipes, parfois, c'est pas de notre faute. Parfois, il y a eu du bruit dans la rue. Parfois, l'avion est arrivé en retard. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer qui ne sont pas de notre faute. Les JO, quand la place était fermée, c'était pas de notre faute. Et l'accès à l'hôtel était compliqué. On a géré, on a fait toute une stratégie autour pour que ça impacte le moins les gens. Et quand ils étaient impactés, pour justement remettre une couche en plus pour qu'ils se disent « Ah ben ouais, ils n'ont pas de bol, ils sont impactés, mais alors, ils sont bons, ils gèrent le truc très bien. » Et en plus, ils ont été, on dit « above and beyond », vraiment faire des petits trucs en plus pour qu'on oublie le problème en fait. En fait, c'est un peu comme l'amour. Enfin, c'est quand on aime quelqu'un, même de manière amicale ou dans la famille, c'est penser à l'autre avant de penser à soi-même et faire des attentions qui nous dépassent. Ça c'est la vocation des collaborateurs qui travaillent ici. Ils sont là aussi, c'est un métier de service, d'hospitalité. Hein. La base de ce qu'on fait, c'est de l'accueil, de l'hospitalité, du service. Et donc effectivement, quand nos collaborateurs sont ici et travaillent, ils mettent le client en priorité. C'est notre job, c'est notre travail. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que pour moi, mes employés sont la priorité, c'est de m'occuper très très bien de mes collaborateurs parce que c'est eux qui s'occupent des clients. Moi, j'en vois pas beaucoup des clients, j'en vois une dizaine par jour. Mais ceux qui servent le petit déjeuner, ils en voient 100. Les femmes de chambre, elles voient des dizaines de clients par jour. Et c'est eux qui font la différence, c'est pas moi. Est-ce que vous avez tout un côté sur tout ce qui va être sustainability? Est-ce que ça fait partie de vos axes dans un hôtel où finalement ça brasse dans le sens où beaucoup de lessive, le linge, etc., l'eau. Comment vous faites? Alors, évidemment, c'est un axe majeur et hyper important. On est une entreprise Rosewood dont la vision c'est d'avoir justement une raison d'être. Tout ce qu'on fait a une raison d'être, avec un gros focus sur l'impact. On appelle ça Rosewood Impact ou Sustainability. Donc évidemment, il y a toute une stratégie là-dessus. Et effectivement, à part l'empreinte carbone de nos clients qui viennent de partout dans le monde, où là, c'est un petit peu inévitable. C'est pas uniquement notre faute, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est le tourisme et on est content que les gens viennent à Paris.
mais tout ce qui est gestion des énergies, donc l'électricité, l'eau, le gaz, on mesure chaque année nos manières de faire des économies, donc d'essayer de baisser notre empreinte, d'arriver à un impact le moins impactant, le moins mauvais pour la planète. On a différents programmes, et ça se fait aussi dans tous les hôtels, de gestion du linge, par exemple, de proposer aux clients de ne pas changer leur drap tous les jours. Par exemple, ça c'est quelque chose qui se fait dans tous les hôtels, où on met la petite carte sur le... Ça se fait aussi dans les palaces. Le sourcing des produits aussi, le plus local possible. Le tri des déchets, ça on le fait, c'est hyper important. Et aussi de s'occuper de la communauté, parce qu'il n'y a pas que l'écologie aussi, il y a la communauté et comment on s'occupe des autres. On a travaillé avec Réfectorio, par exemple, sous la Madeleine, où on donnait on préparait des plats pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément tous les jours à manger. On a accueilli des personnes en situation de handicap. On a fait une collaboration avec Duo Day, où on accueillait des personnes en situation de handicap pour les mettre en confiance et leur apprendre un métier. Donc on fait toutes ces choses-là qui rentrent dans le cadre du RSE, mais qui ne sont pas uniquement sur l'écologie, parce qu'on sait qu'on a une empreinte assez forte. On essaie de la réduire, de la contrôler, mais on peut aussi faire beaucoup de bien pour la communauté. On a beaucoup de chance d'être place de la Concorde, dans un bâtiment incroyable. Et en fait, c'est important pour nous qu'on puisse redonner à la communauté. Et je pense, quand je parlais tout à l'heure de l'équipe de France et de ça, ça me rappelle une histoire où en fait, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde en 2022, on a accueilli l'équipe de France. Ils étaient un peu dépités parce qu'ils avaient perdu, mais ils sont quand même venus saluer. Il y avait 50 000 personnes devant l'hôtel sur la place qui avait été fermée. C'était un moment incroyable. Moi, j'adore le foot en plus, donc c'était génial, même si c'était un peu triste qu'on avait perdu. Et le même jour, on avait accueilli une personne qui venait à une association qui s'appelle Make-A-Wish. Et c'est des personnes qui sont vraiment à un moment très difficile de leur vie, qui sont soit très malades, soit en situation vraiment critique. Et le rêve de cette personne était de venir à l'hôtel, dans un hôtel, et apprendre la pâtisserie. Donc on a fait toute une expérience, on a accueilli, il a fait les croissants et la pâtisserie avec le chef, sauf que le même jour, il y a eu l'équipe de France qui est arrivée. Et ce jeune était fan de foot aussi. Et donc, on lui a fait rencontrer tous les joueurs de l'équipe de France ce jour-là. Donc, on a vraiment combiné la partie impact, communauté, et la partie magique de l'hôtel de Crillon, où c'est le lieu où l'équipe de France était venue ici, parce que c'est le lieu pour communier avec le public sur la place de la Concorde. Et tout ça, ça résume un petit peu l'hôtel de Crillon. Le lieu, l'histoire, l'héritage, mais aussi le rendre à la communauté, faire plaisir aux gens. C'est incroyable. Voilà. Ouais. C'est vraiment beau. En fait, c'est juste que c'est c'était chouette comme... C'est créer des souvenirs qui sont... Oui, créer des souvenirs. C'était bien tombé, ce jeune-là. C'était pas prévu que l'équipe de France vienne. Donc mais ça s'est bien tombé, mais on a réagi. On a créé un truc truc incroyable, en fait, et mémorable. Ouais, j'ai une histoire comme ça. Je sais plus où c'était, quand est-ce qu'on en a parlé, où c'est l'histoire de... un mec est à New York, je crois. Il était dans un restaurant et il dit... trop dommage, on part demain, j'aurais voulu tester la meilleure part de pizza, et du coup ils ont dit au mec d'aller chercher la part de pizza alors qu'il est dans un restaurant pour manger. Ils lui ont dit voilà, et ça en plus. Il racontait que c'était un détail incroyable, et c'est ça en fait, le luxe, c'est penser avant que les autres. Et je trouve que les marques justement et hôtels qui seront celles, et Hermès, je pense que c'est pour ça qu'ils sont toujours aussi forts, c'est qu'ils restent authentiques. Même si on est une liste d'attente, ils vous connaissent, ils sont authentiques, etc. Et je pense que c'est un des grands axes sur lesquels les marques de luxe devront se positionner. On a un client là, qui est dans l'hôtel, ça fait plusieurs semaines qu'il est là, donc il commande tous les jours ce qu'on a sur le menu, et hier ou avant-hier, il voulait un kebab. et c'est un de nos cuisiniers. Vous êtes allé chez les frères du Batignolles ou vous en avez fait un? On en a fait un, on a été acheter le pain, je pense, mais du coup, on a fait le truc quasiment de A à Z. Trop bien. Et c'est génial. Et le client était par terre. Nous, on a fait un... Alors, c'est pas du tout sur le menu, et c'est des petits trucs comme ça. Et l'employé était trop fier de le faire, en fait. Et c'est génial pour le client, c'est génial pour les équipes. Donc, j'ai bien aimé l'histoire. C'est une des plus récentes qui soit passée ici. Ah, c'est excellent. Je te raconterai après, mais c'est vrai que, tu vois, juste pour finir là-dessus, avant les questions signature, c'est que, tu vois, moi, je le vois avec nous, ce qu'on essaie de faire avec Grey, justement. C'était un peu, tu vois, d'offrir de la sérénité et quelque chose qui soit totalement authentique, où au-delà de ton produit, t'offres quelque chose de vraiment particulier. Et je pense que c'est vraiment un mouvement sur lequel les maisons vont aller, où demain, dans un hôtel, dans une boutique ou quoi que ce soit, la marque, elle pense à toi, non pas au produit, vraiment, elle pense à toi. Ouais, bien sûr. Et là, ce que vous faites, c'est surtout dans le service et l'hospitalité. On a des belles chambres, mais d'abord, il y a plein d'hôtels qui ont des belles chambres, mais c'est le contact humain, c'est le contact humain qui fait la différence.
C'est la relation, en fait, c'est ce que tu laisses, c'est la trace que tu laisses et c'est les souvenirs. Alors, question signature, Vincent. Quel est le premier achat de luxe que tu as eu ou fait dans ta vie? De luxe, je suis pas très focalisé sur les produits de luxe. Peut-être une cravate Hermès quand j'étais plus jeune, que j'ai toute perdue dans l'ouragan en 2005 d'ailleurs. J'avais mes 3 cravates Hermès quand j'étais plus jeune, ou des jolis boutons de manchette peut-être. Le dernier? Une montre. Je dis pas la Non. Celle que tu as au poignet? Ouais. Une maison de luxe que tu admires particulièrement et pourquoi? Alors, je vais donner... Ça peut être un hôtel, mais une marque. Alors, marque, et ça va paraître bateau, mais ce que fait Hermès, c'est vraiment incroyable. Et on voit leurs chiffres, c'est juste impressionnant. Et pour les connaître un petit peu mieux maintenant, parce qu'on a une très grande proximité, ils restent très humbles, très authentiques, hyper désirables. Ils sont très forts sur la gestion de leur clientèle. Et moi, j'apprends beaucoup en connaissant un petit peu ce que fait Hermès. Il y a une marque, je dirais Ferrari aussi, même si je ne suis pas du tout passionné de voiture, mais ce que fait Ferrari avec sa clientèle, et de garder toujours cette clientèle engagée. Comment ils font? Ils ont, alors moi j'ai pas de Ferrari malheureusement, et je sais pas si j'en aurai une un jour. Je suis pas du tout fan de voiture, j'ai même pas de voiture, mais bon, je vis en métro ici, bah oui. C'est super. Un vrai Parisien. Un vrai Parisien, mais je crois qu'ils ont une certaine liste de clients qui gardent un petit peu mystérieusement dans cette liste. Et à qui donne accès certaines fois à certains achats ou pas, et s'ils achètent ça, et certains événements, et c'est assez intéressant. Et donc voilà, ils gardent cette liste de clients très proche. Ils sont très forts en management de leur clientèle, mais ils ont une marque tellement prestigieuse, tellement parfaite et tellement dans l'exceptionnel, dans la perfection. Mais tes ambassadeurs sont tes clients parce que, par exemple, si on regarde Louboutin, qui est une super marque, à un moment, quand c'était, par exemple, des personnes un peu de la télé-réalité ou des influenceurs qui adoraient cette marque, mais qui étaient du coup des personnes plus inspirationnelles, les marques, elles étaient, oui, on est très contents, mais c'est pas notre image, donc en fait ça baisse un peu l'image, ou ça peut donner une image qui est peut-être moins élégante. Non, il faut garder justement c'est un peu cette part de mystère aussi. C'est ça. Et ces deux marques-là ont une part de mystère, et je trouve que c'est intéressant en tout cas. Et c'est pour ça que souvent les marques comme Hermès, s'ils veulent pas te donner ça là pour X raisons, ils te le donnent pas. Ouais. Donc après, bon voilà, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans le luxe et qu'est-ce que tu aimes le moins? Le luxe m'apporte beaucoup, moi, dans mon métier, dans le luxe. Donc, ce que j'aime le plus, c'est que moi, ça m'a donné une opportunité dans la vie d'avoir un métier que j'aime. Oui, tu aurais très bien pu faire ça dans un hôtel 3 étoiles ou 1 étoile. Pourquoi? T'aimes le beau? Pas nécessaire. Moi, j'adore, évidemment, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. J'étais pas forcément destiné à faire ça. C'est pas de là où je viens, nécessairement. Mais j'apprécie beaucoup c'est pas uniquement le beau, c'est l'authentique que j'aime bien. C'est l'artisanat, c'est l'histoire derrière chaque chose, comme on a ici. C'est ça que j'aime bien. Et surtout un hôtel comme celui-là où c'est en plus le beau d'ici, français, parisien, donc authentique. Ça j'aime beaucoup. Et c'est une partie du luxe qui m'intéresse beaucoup. Donc cette authenticité, l'artisanat, voilà, tout ce qui est fait à la main, ça j'aime beaucoup. Ce que j'aime le moins, c'est que parfois c'est devenu une industrie assez fausse et parfois un petit peu trop intéressée. Ça peut avoir des aspects un petit peu moins intéressants aujourd'hui, je trouve. Ta définition du luxe en une phrase? En quelques mots peut-être. Qu'est-ce que c'est? Personnalisé, authentique, unique, mémorable. C'est plus des mots que j'aime bien utiliser plutôt qu'une phrase, parce que c'est ça qui, pour moi, représente ce que je fais. Mais j'ai peut-être entre 5 et 10 mots que j'utilise souvent pour expliquer ce que c'est le luxe. Voilà. Mais je dirais ces mots-là pour cette fois-ci. Et si tu devais écouter un autre épisode du podcast du luxe, tu penserais à qui? Qui tu aimerais écouter dans les leaders du luxe? Peut-être des gens qui sont très créatifs, qui dessinent. Peut-être, j'aurais adoré écouter, je ne l'ai pas rencontré, Karl Lagerfeld.
parce qu'il y avait bon, c'est un peu trop tard, mais, ouais, mais j'aurais adoré ce genre de profil. Ouais. Parce qu'il nous a dessiné 3 suites incroyables. Génial. Et j'étais pas là. Et j'aurais adoré comprendre, même si je l'ai beaucoup étudié depuis. Mais tout ce qu'il a fait avec Chanel aussi. Et donc là, on est vraiment dans l'authenticité, le luxe, la qualité, l'histoire. Et donc tout ça, ça regroupe un petit peu ce que je fais moi tous les jours. Donc peut-être quelqu'un comme lui, malheureusement, c'est trop tard. Non, mais c'est bien parce qu'il y a un des prochains épisodes, mais peut-être que quand celui-là va sortir, il sera sorti avec justement une directrice de création d'une maison pour avoir cette balance de le business ne peut pas aller sans la création, qui est l'essence même de base. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, merci beaucoup, Vincent. Merci, Lou. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à laisser vos commentaires afin que nous puissions échanger tous ensemble. Ça nous motive et c'est ce qui fera aussi rayonner le podcast. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram, à LinkedIn. Ce sera un plaisir de discuter de luxe avec vous. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode aussi exceptionnel que celui-ci.